Mesdames et messieurs, c'est toujours un réel plaisir d'être parmi vous. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, la venue de l'indépendance a résonné ce matin au rythme de la cérémonie officielle marquant le lancement des célébrations de la fête nationale de Madagascar. L'événement a été présidé par le président Andry Rajoelina. Le thème choisi pour cette 65e commémoration du retour de l'indépendance est patriotisme, source de développement, un thème fort de sens et en parfaite adéquation avec les ambitions nationales, a souligné le président Andry Rajoelina, appelant chacun à vivre pleinement cet esprit de patriotisme pendant cette période de célébration. Judika Ranjanirin, Miar Voulet-Feren et Andry Rajoelina pour plus de détails. C'est l'avenue de l'indépendance à Nalakeli qui a accueilli la cérémonie d'ouverture officielle des festivités de la fête nationale pour cette année 2025. En sa qualité de chef suprême des forces armées et président de tous les Malagasy, Andry Rajoelina a dirigé cette cérémonie symbolique. Les autorités, les personnalités invitées ainsi que les citoyens ont répondu présents pour célébrer ensemble cette journée historique. 65 ans se sont écoulés depuis le retour de l'indépendance et tout au long de ce mois, Madagascar vivra au rythme de ce thème patriotique. Selon le président, le patriotisme ne se résume pas à des mots. Il exige des actes, du dévouement et un véritable sens des responsabilités. Et le seul chemin vers le développement durable passe inévitablement par la mise en pratique de ce patriotisme. Un message renforcé par l'intervention du ministre des Forces armées qui a illustré les multiples facettes de l'amour de la patrie. Moment fort de cette cérémonie, la levée solennelle du drapeau national, portée cette année par la famille Andjanoumé, descendant du créateur du drapeau national, blanc, rouge et vert. Un symbole chargé d'histoire qui traverse les générations. À partir d'aujourd'hui et à travers cette levée de drapeau à Nalakeli, une campagne est lancée pour inciter chaque foyer, chaque lieu de travail et chaque espace public à hisser le drapeau national. Ce geste vise à renforcer l'unité nationale dans la diversité. La cérémonie a également été marquée par une forte participation artistique et culturelle, illustrant la richesse et la diversité de la nation à travers les prestations des ministères et institutions. Madagascar entre ainsi pleinement dans l'esprit festif de la fête nationale. Et puis, autre événement marquant, Madagascar accueillera du 28 juillet au début août prochain les opérateurs économiques, les investisseurs, acteurs du secteur privé et industriel du continent africain, membres de la SADC, dans le cadre de la semaine de l'industrialisation de la SADC. Durant ces 5 jours, les discussions mettront l'accent sur l'industrialisation, le secteur agroalimentaire ainsi que l'accélération de la mise en place de la transformation énergétique. L'événement a été officiellement annoncé aujourd'hui par le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Industrialisation et du Commerce ainsi que le CIM. Natera Koutmav, Nzaranjansu. Les accords signés par Madagascar ne restent pas des accords théoriques sur table, mais se concrétisent entre autres par des relations commerciales concrètes. C'est notamment le cas avec les pays membres de la SADC. Ainsi, du 28 juillet au début du mois d'août, Madagascar accueillera la semaine de l'industrialisation de la SADC, un événement rassemblant quelques 500 opérateurs économiques, investisseurs, acteurs du secteur privé et industriel, décideurs politiques issus de toute la région de la SADC. L'objectif est des échanges notamment commerciaux, la mise en place de structures de normes et diverses coopérations.
Trois piliers majeurs guideront les échanges durant cette semaine de l'industrialisation. Le premier, bien évidemment, concernant l'industrialisation à proprement dite, véritable moteur de croissance inclusive et de création d'emplois durables. Le deuxième pilier est la transformation du système agricole, levier stratégique pour la sécurité alimentaire et la valorisation locale de nos ressources. Et le troisième pilier étant la transition énergétique. Transition énergétique, bien évidemment, essentielle pour garantir notre souveraineté et renforcer la durabilité environnementale. Ces axes d'action traduisent concrètement la mission de la SADC, qui est de promouvoir une croissance économique équitable et un développement socio-économique durable à travers des systèmes de production tout aussi efficaces, une coopération renforcée et une bonne gouvernance. Ce qui nous rappelle évidemment les trois piliers également qui soutiennent la politique générale de l'État à Madagascar. Cette semaine de l'industrialisation de la SADC est aussi une occasion pour démontrer que Madagascar constitue une solution stratégique en matière d'accords commerciaux avec un fort potentiel à valoriser du fait de son statut insulaire, notamment à travers une diplomatie économique offensive tournée vers les marchés internationaux. Cette semaine ne sera pas une foire commerciale ou simplement un forum économique. Ce sera un grand rendez-vous économique dans toute la région de la SADC. Et Madagascar aura l'honneur d'accueillir cette semaine de l'industrialisation avec en plus la possibilité de porter au cœur de cet événement les priorités qui ont été énoncées au plus haut niveau de l'État. La transformation agricole, la transition énergétique, bien évidemment l'industrialisation. Ce sont pour nous des priorités. Je dirais même, ce sont des priorités qui sont pour Madagascar vraiment vitales, essentielles. Nous savons quelles sont les préoccupations du secteur privé. Nous voulons apporter des solutions à travers une diplomatie économique offensive, proactive, celle qui n'attend pas que les résultats tombent, celle qui travaille au quotidien pour apporter des opportunités à notre secteur. Les industriels malgaches sont déjà prêts à partager leur savoir-faire et à établir des partenariats au sein de l'espace SADC, selon les propos du président du CIM aujourd'hui. Le CIM, ou Syndicat des industries de Madagascar, qui compte 170 membres, sera présent aux côtés d'autres entrepreneurs qui prendront également part à l'événement. Des réunions, des tables rondes dirigées par des experts internationaux, des rencontres B2B et B2J, ainsi qu'une exposition ouverte au grand public seront les points forts de cette semaine dédiée à l'industrie au niveau de la région SADC. Jusqu'à 3000 visiteurs sont attendus pour l'événement. Le vendredi 6 juin sera jour férié à Madagascar. C'est ce qu'indique un communiqué officiel publié ce jour par le ministère de l'Emploi, de la Fonction publique et des lois sociales. Cette journée coïncide avec la célébration de l'Eid al-Adha, une fête religieuse musulmane également connue sous le nom de fête du sacrifice. Dans un tout autre sujet, l'île Sainte-Marie ou Nosy-Bora est au centre de la célébration nationale de la Journée mondiale de l'environnement cette année. Les festivités ont débuté aujourd'hui et durant 3 jours. Le thème retenu pour cette édition est « Pour un avenir sans pollution plastique ». Outre la célébration nationale à Sainte-Marie, des festivités régionales sont également organisées à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. La lutte contre la pollution plastique est au cœur des célébrations de la Journée mondiale de l'environnement qui se déroule à partir d'aujourd'hui jusqu'à mercredi prochain à Sainte-Marie. L'île de Nosy-Bora a été spécialement choisie pour accueillir l'événement national en raison de sa renommée internationale dans le domaine du tourisme, notamment grâce à la richesse de sa biodiversité marine, dont les baleines à bosse qui attirent de nombreux touristes. Cependant, Sainte-Marie reste confrontée à une forte pollution plastique. Selon les chiffres, un seul établissement hôtelier de 20 chambres peut générer jusqu'à 6000 bouteilles plastiques par an.
C'est donc un défi majeur pour le ministère de l'Environnement et du Développement durable qui ambitionne de faire de Sainte-Marie une île sans pollution plastique. Une initiative à la fois écologique et économique puisqu'elle vise également à renforcer l'attractivité touristique de la région, explique Max Andonirina Fontaine, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Les parlementaires auront un rôle clé à jouer dans cette démarche, notamment à travers l'adoption des lois nécessaires. D'ailleurs, le député élu dans le district de Sainte-Marie, Imbiki Irlaz, a exprimé sa volonté de collaborer avec le ministère. Il a rappelé que la population de l'île est actuellement estimée à 30 000 habitants, un chiffre qui pourrait atteindre 40 000 d'ici 10 ans. Il s'est engagé à sensibiliser la population à la préservation de l'environnement, qu'il considère comme la base du développement durable. Lors de la cérémonie d'ouverture de la Journée mondiale de l'environnement à Sainte-Marie, le député a demandé à ce que l'île soit classée zone marine protégée. Une demande ancienne, selon le ministre, qui a confirmé que le ministère est actuellement en train d'examiner ce projet. Il a même précisé que la création officielle de cette zone marine protégée est prévue pour ce mois de juin, ici même à Nussboura. Également dans les actualités, des irrégularités ont été constatées lors de l'élection des membres de la CNIDH, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, selon un candidat ayant participé au scrutin. Des problèmes auraient concerné aussi bien la composition du comité d'organisation que la liste des associations habilitées à voter selon ces déclarations. Cependant, les plaignants ne demandent ni annulation ni la reprise du vote, mais appellent à une analyse approfondie du processus électoral. L'intervention des techniciens émanant du ministère de la Justice serait à l'origine des irrégularités constatées durant l'élection des membres de la CNIDH selon l'un des candidats. Le ministère aurait dû jouer un simple rôle de facilitateur, mais aurait fini par interférer dans le processus électoral, explique-t-il. À cause de cette ingérence technique, 4 des 8 membres du comité ad hoc chargé de l'organisation de l'élection ont été écartés. Et alors que ces 4 membres n'avaient pas encore reçu de notification officielle de leur éviction, 4 autres personnes avaient déjà été désignées pour les remplacer au sein du bureau électoral. Des problèmes ont aussi été signalés dans la sélection des associations autorisées à voter. La liste de ces dernières n'a été connue des candidats que le matin du scrutin. Les organisations de la société civile appellent à l'examen en détail des aspects problématiques de cette élection. L'action du gouvernement dans le développement national mérite d'être soutenue, affirment les organisations non gouvernementales. Parmi elles figure l'ONG Action pour la nouvelle génération ou ANG qui vient de célébrer son 8e anniversaire la semaine dernière. L'ANG est active dans le soutien aux personnes âgées et à l'encadrement des enfants au sein des centres d'accueil. Yves Janel. Selon cette organisation, la collaboration de tous avec l'État permettrait d'accélérer le développement du pays. L'Action pour la nouvelle génération fait de l'aide aux enfants en situation difficile dans les centres d'accueil d'Antananarivo une priorité. Elle veille également au bien-être des personnes âgées, explique Rairmani Rekatulzanar Louvassou, présidente nationale de l'ANG. Aujourd'hui, l'ONG compte plus de 3000 membres répartis à travers toute l'île. Elle étend aussi ses actions en faveur des jeunes. L'ONG ANG, qui a fêté ses 8 ans d'existence samedi dernier, réaffirme sa volonté de soutenir constamment l'État.
Et côté sport, les champions de Madagascar en doublette sont désormais connus. Ce titre donne également un aperçu de ceux qui pourraient représenter le pays lors des compétitions internationales en 2026. Cette édition a été marquée par une hausse significative du nombre de participants et par un niveau de jeu en nette amélioration selon les organisateurs. La compétition s'est déroulée à Souamajakzai le week-end dernier. Narsou Razakassan et Michel Rakoutsan pour plus de détails. « 269 joueurs ont participé au championnat de Madagascar de pétanque en doublette qui s'est tenu à Souamajakzai du 30 mai au début juin. On y a compté 125 joueurs chez les hommes, 51 chez les femmes, 38 chez les juniors et 56 chez les vétérans. Le taux de participation est donc en nette progression cette année 2025, notamment grâce à une forte mobilisation des régions, avec 10 régions représentées lors de cette édition. Une participation record qui s'explique par l'engouement croissant pour cette discipline, selon toujours les explications. Le niveau technique des joueurs malgaches de pétanque est également en nette hausse, rendant difficile tout pronostic sur les vainqueurs. Voici les résultats finaux. En catégorie senior homme, Balot et Salouy sont sacrés champions. En catégorie senior femme, ce sont Judicaël et Hassan qui décrocheront le titre. En catégorie junior, Franco et Isaiah l'emportent. Enfin, en catégorie vétéran, Johnny et Marcelin montent sur la plus haute marche du podium. Et Madagascar s'est une nouvelle fois illustré sur la scène continentale en remportant le titre de champion d'Afrique de l'Est dans l'épreuve par équipe chez les hommes en tennis de table. En revanche, les dames n'ont pas réussi à s'imposer face à l'Ouganda. Cette compétition régionale qui a débuté le samedi 31 mai s'achèvera ce mardi 3 juin. Toujours un reportage de Narsou Razakassan et de Michel Rakoutsan. Nouvelle victoire pour Madagascar qui décroche une fois de plus le titre de champion d'Afrique de l'Est par équipe masculine. La sélection malagasy, composée d'Antoine Razafnaev, Fabio Rakoutoirmanen et Mamse Rakoutoirsou, a dominé l'équipe éthiopienne en finale avec un score net de 3-7-0. C'est la 3e victoire consécutive pour Madagascar dans cette épreuve, confirmant sa suprématie régionale. Moins de réussite en revanche pour l'équipe féminine, composée de Océane Rakoutjazak, Karen Anchara-Armanen et Edena Prévost, qui s'est inclinée face à l'Ouganda sur le score de 3-7-1. Mais la compétition n'est pas encore terminée pour les panguistes. Les épreuves individuelles sont également au programme. Les phases qualificatives se sont tenues aujourd'hui et les phases finales auront lieu demain. Et on enchaîne avec les actualités internationales. Le candidat nationaliste a remporté le second tour de l'élection présidentielle en Pologne devant le libéral. Selon les résultats officiels communiqués lundi, une victoire qui constitue un revers pour les réformes du gouvernement pro-européen en place à Varsovie. France 24. Eh bien, jusque récemment, jusqu'au début de cette campagne présidentielle, c'était un inconnu pour les Polonais. C'est un novice en politique qui, en réalité, est historien de formation. Il a notamment dirigé l'Institut national de la mémoire. Et pour le situer politiquement, eh bien, vous le disiez, il est admirateur de Donald Trump et il s'est affiché au cours de sa campagne aux côtés de George Simeon, le candidat nationaliste roumain. Alors, ce qui a séduit les électeurs, c'est tout au long de sa campagne, c'est qu'il s'est dit proche des campagnes, justement, contrairement à Rafał Trzaskowski, qui lui est souvent taxé d'être le candidat de la ville, un candidat élitiste. Ce qui a aussi plu, c'est son côté effectivement europhobe dont vous parliez dans les titres, son côté hostile aux Ukrainiens également, qu'il qualifie d'ingrat, puisque la question migratoire a dominé la campagne présidentielle. Quant à savoir ce qu'on peut attendre de lui, eh bien, on craint du côté des libéraux qu'il vienne prolonger la crise politique dans laquelle se trouve déjà le pays. Et bien justement, comme il sera en tant que président détenteur du veto présidentiel, même si c'est le Premier ministre qui gouverne en théorie, eh bien il a la possibilité de bloquer son action grâce à cette arme
cette arme institutionnelle et il pourrait bien s'inspirer d'Andrzej Duda, son prédécesseur, lui aussi issu du PiS, qui est encore à la tête de l'État aujourd'hui et qui s'emploie à bloquer tout ce que le gouvernement de Donald Tusk essaie de mettre en place pour libéraliser le pays depuis 2023. Exit donc toutes les promesses autour du droit à l'avortement, autour des minorités ou encore de l'indépendance de la justice sur lesquelles le gouvernement de Tusk s'était fait élire. Il se pourrait bien qu'avec ce nouveau président, eh bien, le pays s'enlise dans l'inaction politique au moins jusqu'aux prochaines élections législatives de 2027. L'Ukraine a mené dimanche une série d'attaques contre des bases aériennes russes à l'aide de drones, a déclaré une source au sein des services de sécurité ukrainiennes, selon qui plus de 40 avions militaires ont été touchés. Moscou confirmant ensuite que plusieurs avions avaient pris feu à la veille de pourparlers attendus avec Moscou à Istanbul. France 24. Les dégâts témoignent de la violence de l'attaque. Dans la nuit de samedi à dimanche, ces habitations de Zaporijia ont été touchées lors de frappes de drones russes. Cet homme a été réveillé en sursaut. Quand on a entendu les drones s'approcher, on s'est mis à l'abri sous le chauffe-eau. C'est une bonne protection. C'est ce qui nous a permis de rester en vie. J'ai été blessé aux jambes et à un bras. Selon l'armée de l'air ukrainienne, Moscou a lancé pas moins de 472 drones pendant la nuit, un record depuis l'invasion russe en février 2022. Kiev dit avoir neutralisé la plupart des projectiles et a même riposté ce dimanche. L'aérodrome de Belaya est tellement beau maintenant. Aviation stratégique ennemie. Cette vidéo, diffusée par les services secrets ukrainiens, montre des colonnes de fumée s'élevant au-dessus de l'aéroport de Belaya dans l'ouest de la Russie. Une partie d'une attaque d'ampleur menée contre l'aviation russe jusqu'au cœur de la Sibérie. Kiev revendique la destruction d'une quarantaine d'avions, selon elle utilisés pour bombarder les villes ukrainiennes. Le ministère russe de la Défense reconnaît des dégâts. Dans les régions de Mourmansk et Irkoutsk, plusieurs appareils aériens ont pris feu à la suite du lancement de drones FPV depuis un territoire situé à proximité immédiate des aérodromes. Les incendies ont été maîtrisés, il n'y a pas de victimes parmi les militaires et le personnel civil. Baptisée toile d'araignée, l'opération a été préparée pendant plus de 18 mois sous la supervision du président Zelensky. L'Ukraine a introduit clandestinement les drones sur le territoire russe avant de les lancer. Le FBI a fait état d'une attaque terroriste ciblée à Boulder, dans le Colorado, lors d'un rassemblement pro-israélien, faisant 6 blessés. L'agence américaine a ouvert une enquête, tandis que les autorités locales appellent à la prudence dans la zone. Cet acte intervient dans un contexte de fortes tensions liées au conflit israélo-palestinien. France 24. Le suspect a été arrêté, c'est un homme de 45 ans. Des témoins disent avoir vu jeter au moins un cocktail Molotov sur un groupe qui marchait dans le centre de Boulder, une grande ville de la banlieue de Denver, dans le Colorado, en soutien des otages toujours retenus par le Hamas. Un témoin a décrit une flamme de la taille d'un arbre. 6 personnes, tout au-delà de 65 ans, ont été hospitalisées pour des brûlures, 2 assez gravement, pour qu'elles soient transportées par hélicoptère. Le suspect donc a été interpellé. On le voit sur des images filmées par des téléphones portables, en jean et torse nu, 2 bouteilles qui ressemble à des cocktails Molotov dans la main. Pendant que les passants assistent des victimes, il a hurlé « Palestine libre et fin aux sionistes ». Le groupe marche environ 1 heure chaque week-end depuis le 7 octobre 2023 dans cette rue piétonne très fréquentée. Il s'arrête ensuite devant le tribunal pour chanter et parler des otages. C'est là qu'il a été attaqué. Jared Polis, le gouverneur du Colorado, dénonce un acte haineux de terrorisme. Danny Danon, l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, a lui déclaré que le terrorisme contre les Juifs ne s'arrêtait pas aux frontières de Gaza. Il brûle déjà les rues de l'Amérique. Rappelons qu'il y a 2 semaines, 2 employés de l'ambassade israélienne à Washington avaient été abattus par un homme qui avait crié lui aussi Palestine libre. Et c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous comme tous les lundis, votre soirée frisson avec le film La mort sans fin ou Until Dawn. Quant à moi, je vous retrouve dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et passez une excellente soirée sur Viva.